Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce midi-conférence qui sera le dernier pour cette année. Et nous allons parler d'un sujet fort d'actualité qui est la question du jeu pathologique en ces temps de pandémie. Pour vous présenter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Sylvia Kérouz, qui est titulaire de la chaire de recherche d'études sur le jeu et de l'équipe de recherche Hermès. Elle est professeure agrégée au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia et chercheure régulière à l'Institut universitaire sur les dépendances. Bonjour Sylvia. Bonjour. Et elle est accompagnée par Valérie Van Moerik, qui est clinicienne-chercheur au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal et spécialisée dans la clinique du jeu pathologique. Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. Alors, avant de leur laisser la parole, je tiens à vous rappeler les modalités pour poser vos questions. Alors, je vous rappelle qu'on ne répondra pas aux questions pendant la présentation. On prendra un temps après pour discuter tous ensemble de ce beau sujet. Vous pouvez déposer vos questions. C'est important dans l'onglet questions-réponses que vous trouvez en bas de votre fenêtre. Évitez d'utiliser le chat pour vos questions parce que ça permet de centraliser les questions-réponses. C'est plus facile, vous allez voir ça tout à l'heure. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, prendre directement la parole pour poser une question à nos deux invités. Pour cela, vous pouvez utiliser le bouton « Lever la main » qui est disponible en bas. Faites attention, si vous levez la main, nous comprendrons que vous souhaitez prendre la parole et nous allons vous ouvrir votre micro pour vous le permettre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Je ne pense pas. Alors, je laisse la parole à Sylvia et Valérie et je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Bonne présentation. Merci Axel pour l'introduction. En préparant tout le matériel ici pour cette présentation, je me suis rappelé une expression qui est « il n'y a rien de plus permanent que le temporaire ». Donc, cette situation dans laquelle on était supposé être de façon temporaire et d'être tous à distance s'éternalise un peu. Mais l'avantage, c'est qu'on est très ravis de pouvoir communiquer avec autant de monde, tout le monde qui est présent ici, que je remercie infiniment de leur participation. Alors, sans plus tarder, je vais partager avec vous un PowerPoint qui va accompagner ma présentation. Bon, je pense que j'espère qu'il est visible pour tout le monde. Sinon, je compte sur Axel pour me le faire savoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une présentation qui est au nom un peu de plusieurs personnes qui travaillent sur ce projet-là. Depuis un an, on se penche sur la question des jeux de hasard et d'argent en période de pandémie, particulièrement dans les membres de l'équipe Hermès. J'aimerais juste citer quelques noms. Ma collègue Annie-Claude Savard, Eva Monson, Magali Dufour, Valérie qui est avec moi ici et on a fait la présentation ensemble, et Adèle Morvanou, Magali Brodeur, je pense que j'oublie personne, Martin French. Donc on est quand même une dizaine de chercheurs et je porte leur voix en quelque sorte aujourd'hui. Bon. Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vraiment les jeux, donner un portrait global de l'état de la situation en ce qui concerne les jeux de hasard et d'argent en ligne, globalement, et pour aborder par la suite l'impact qu'on a pu mesurer de la pandémie sur les habitudes de jeux de hasard et d'argent en ligne. Ensuite, j'aborderai les hypothèses qui nous poussent à faire tout le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Quelles sont les questions qu'on se pose? Quelles sont les préoccupations? Et je vais vous emmener quelques éléments de réponse avec les études qui ont été menées principalement dans d'autres pays, mais qui commencent aussi à se développer au Canada et au Québec. Ensuite, Valérie va parler un peu plus de la question qui touche aux usagers, aux gens qui ont recours aux services, et elle va parler de la problématique des jeux de hasard et d'argent telle qui est vécue par les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de jeu, et finir sur l'offre de services. Alors, voici quelques chiffres pour le Québec. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas, depuis 2012, on n'a pas fait, en fait, on a fait une enquête en 2012, il y a eu une deuxième enquête en 2018 faite au Québec.
et également en 2018 une enquête pan-canadienne. Et ce que je vous présente ici, c'est un peu un résumé des données qui ont été révélées par ces enquêtes dans la population générale, donc représentative de l'ensemble de la population du Québec et du Canada. Donc, pour le Québec, si on regarde un peu les chiffres, le taux de prévalence, donc de participation aux jeux de hasard et d'argent, et ça inclut tous les jeux, et même les gens qui ont participé seulement une fois à un jeu de hasard et d'argent, on parle d'une prévalence entre 65, 66% et 70%. Le premier chiffre vient de l'enquête du Québec et le deuxième chiffre vient de l'enquête canadienne avec les données issues du Québec. Quand on parle de la prévalence des joueurs à risque, donc ça, c'est les joueurs qui ont soit sont dans une zone où il y a un comportement de jeu qui commence à être problématique, mais également les joueurs qui sont aux prises avec des problèmes de jeu. On parle sur la population générale d'un 1,3% de la population. Quand on regarde les joueurs en ligne, et je vais vraiment me concentrer là-dessus parce que c'est ça qui nous intéresse particulièrement en période de pandémie, on voit très bien que les chiffres sont beaucoup plus élevés en termes de joueurs à risque. On est pratiquement 6 à 7 fois plus à être à risque lorsqu'on est un joueur en ligne que quand on est un joueur en dur, donc qui participe à des jeux dans des lieux physiques. Maintenant, pour les activités, globalement, on a 60% des gens qui jouent à la loterie et 42% qui jouent exclusivement à la loterie. Ça, c'est important parce que c'est l'activité qui semble, à travers les études, la moins problématique. Les joueurs de loterie ont un très faible taux de problèmes et donc il y a très peu de joueurs problématiques parmi les joueurs de loterie. Pour les autres activités, on parle de 3,9 à 4,2%. Donc, si on regarde les activités individuellement, que ce soit les appareils de loterie vidéo, les machines à sous, le bingo, etc., c'est ça les taux de prévalence. Ils varient autour de 4% pour chacun. Maintenant, et je finis là-dessus, où les gens jouent, on a 11% qui jouent au casino et on a selon les estimations du Québec et du Canada, mettons entre 5 et 7% des joueurs qui sont sur Internet, donc qui jouent en ligne. Bon, alors, combien les gens dépensent? Et là, je vais passer très rapidement. Sur l'ensemble, on voit que la dépense moyenne pour tous les joueurs est de l'ordre de 400 $ par année. Quand on regarde les activités spécifiques, on voit très bien qu'il y a certaines activités qui sont associées à une plus grande dépense, notamment les appareils de loterie vidéo, ce qu'on savait déjà depuis longtemps, et aussi le jeu en ligne. Donc, on dépense beaucoup plus quand on joue en ligne que lorsqu'on joue dans des lieux physiques, à part les appareils de loterie vidéo. Qu'est-ce qui en est de la question des jeux de hasard et de la pandémie? Je vais faire un survol rapide du contexte dans lequel les jeux de hasard et d'argent se sont retrouvés lorsque la pandémie a été annoncée ou s'est déclarée. On sait très bien qu'à travers le monde, et incluant le Canada et le Québec, on a fermé tous les lieux de jeu. Ça a été mondial et pour le Québec, les fermetures ont touché et le Canada, les casinos, tous les réseaux d'ALV, les salles de bingo, les courses hippiques ailleurs au Canada qui demeurent encore actifs. Et pour la vente de billets de loterie, le Canada a continué à vendre les loteries dans les kiosques de vente. Par contre, le Québec a pris la décision de fermer même la vente de loteries dans les lieux physiques, donc dépanneurs, les kiosques de l'Auto-Québec. Et c'est ça, on a fermé les lieux de jeu, puis on avait la mention, les salons de jeu est temporairement fermés, et comme j'ai dit, il n'y a pas de plus permanent que le temporaire, donc c'est encore fermé. Il y a eu quelques ouvertures durant l'été 2020, mais les lieux de jeu principalement ont fermé. L'impact de ce changement-là, unique, premier à travers l'histoire des jeux de hasard et d'argent, c'est bien sûr, et on peut le soupçonner, une baisse des revenus
une baisse des revenus qu'on a observée un peu partout. Il y a des pays qui parlent d'une chute de 50% des revenus. Il y a des pays qui parlent de 88%, surtout les pays qui ont une grosse industrie des jeux de hasard et d'argent. Donc, il y a eu quand même une paralysie un peu de ce secteur, quand même névralgique pour certains pays et certaines provinces. Pour le Québec, l'Auto-Québec a affiché une forte diminution de ses revenus, de ses profits. On parle de l'ordre de 70%. Voilà. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même cette diminution-là, vu que la source de jeu, ou en tout cas les lieux de jeu, ne sont plus disponibles. Quelques chiffres pour l'Auto-Québec pour le semestre allant du premier semestre 2019 au premier semestre 2020, donc début avril à fin septembre. On peut voir, comme vous voyez à l'écran, diminution globale des revenus pour tous les secteurs de jeu. La loterie a baissé de 25%, les casinos bien sûr 65%, établissements de jeu 63%. Et finalement, quand on regarde, et c'est là où je veux en venir, quand on regarde l'offre de jeux en ligne, on voit très bien qu'il y a quand même une augmentation assez phénoménale des jeux de hasard et d'argent, de la participation aux jeux de hasard et d'argent en ligne, notamment la loterie, de près de 300% de plus, et les casinos en ligne de plus de 130%. Alors, c'est quoi nos hypothèses et pourquoi on se pose la question sur les jeux de hasard et d'argent en ligne en contexte de pandémie? Il y a plusieurs hypothèses et j'aimerais les décortiquer un peu ça en termes de trajectoire qu'on peut s'attendre à observer durant la pandémie et après la pandémie. Donc, avant la pandémie, on s'attend à ce qu'il y ait 3 groupes de joueurs dans la population, des joueurs en ligne, des joueurs hors ligne et des non-joueurs, donc des gens qui ne participent pas aux jeux de hasard et d'argent. Et la pandémie frappe, qu'est-ce qui arrive? Les joueurs en ligne peuvent intensifier leur activité de jeu, donc ils vont se retrouver encore plus pour diverses raisons, l'ennui, l'isolement, le manque d'interaction sociale, notre état psychologique, etc. Il y a plusieurs explications. Donc, il y aurait possiblement une intensification, possiblement une diversification des activités de jeu en ligne ou une diminution. Les gens peuvent, on va aller voir les quelques résultats, ou le statu quo. Donc, on jouait avant en ligne, on continue à jouer en ligne. Pour les joueurs hors ligne, on peut parler de migration et cette migration peut se concrétiser selon les 4 scénarios, intensification, diversification, diminution ou statu quo. Et les joueurs en ligne et les joueurs hors ligne peuvent également complètement arrêter. Encore là, on ne sait pas comment ça va se passer ou comment ça s'est passé et pour quelles raisons. Pour les non-joueurs, ils peuvent devenir des nouveaux joueurs ou ils peuvent rester toujours des non-joueurs, mais il y a aussi cette possibilité qu'ils migrent en ligne et qu'ils commencent à jouer. Qu'est-ce qui arrive après la pandémie? Je pense que c'est plus sûr d'aller acheter un 6,49 et miser sur un gain que de prédire qu'est-ce qui va arriver et quand ça va être après la période après la pandémie. Mais je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Je vais vous présenter un projet qui va essayer de comprendre un peu le plus longtemps possible comment les gens vont évoluer et les joueurs durant et après la pandémie. C'est le projet sur lequel on travaille actuellement et on en reviendra dans quelques minutes. Alors, la grosse question, c'est une fois qu'on a établi ces trajectoires et comment les joueurs évoluent, la question, c'est quoi les impacts, c'est quoi les conséquences, c'est quoi les méfaits à court, moyen et long terme. Et la question reste totale, ouverte. On n'a pas encore beaucoup d'éléments de réponse. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les premiers résultats qu'on a révélés dans d'autres pays. Certains pays, je vais peut-être parler un peu des différents scénarios. Il y a des pays qui avaient déjà démarré des études sur le jeu avant la pandémie. Coup de chance, ils avaient des données en octobre 2019. Et avec la pandémie, comme la Grande-Bretagne, ils ont décidé de faire un suivi et de regarder qu'est-ce qui se passe en mai 2020, juste au tout début du confinement, pour voir les changements et l'impact
d'une façon indirecte de la pandémie. La Nouvelle-Zélande, elle, a regardé un peu les données en avril 2020, donc quand ils étaient en plein confinement, et en juin 2020, quelques mois après. Et pour le Canada, on a uniquement quelques données en avril 2020, donc durant le confinement, et pour le Québec, on a quelques données de janvier 2021 que l'INSPQ a produit. Alors, qu'est-ce qui en est grosso modo sur les habitudes de jeu de hasard et d'argent? Ces acétates vont être disponibles. Je ne vais pas aller vraiment dans tous les détails. Je vais vous présenter les grosses tendances. Il y a quand même une certaine initiation. Il y a de nouveaux joueurs qui se sont rajoutés dans le bassin des joueurs en ligne et ont joué pour la première fois après la pandémie. 14% des participants dans l'enquête britannique nous révèlent cette donnée-là. 14% des répondants déclarent avoir joué pour la première fois. En Nouvelle-Zélande, c'est 8% des répondants qui déclarent avoir joué pour la première fois. Donc, il y a quand même une certaine initiation qui se fait. 7% des joueurs ont augmenté leurs habitudes de jeu, et c'est beaucoup plus marqué parmi les joueurs qui avaient déjà des problèmes. Donc, il y a quand même un effet quand même négatif, ou en tout cas de vulnérabilisation des joueurs problématiques lors de la première période de la pandémie. Et il y a eu une augmentation des jeux de participation aux jeux de casino, ce qui est attendu, bien sûr, parce que les casinos sont fermés. Donc, il y a eu quand même une certaine migration vers le jeu en ligne. Il y a quand même un certain pourcentage de joueurs qui ont diminué leurs activités de jeu. Il y en a qui ont maintenu, comme on voit dans les données en bas de l'écran de la Nouvelle-Zélande, et il y en a qui ont augmenté. Donc, comme vous pouvez le voir, tous les scénarios, les hypothèses qu'on avait énoncées semblent se concrétiser dans des proportions un peu différentes, mais elles sont possibles et c'est des possibilités qu'il faut explorer encore plus. Pour le Québec, l'INSPQ a révélé en janvier 2021 qu'il y a eu quand même 20% des personnes qui ont participé à leur étude, et c'est un panel web, il y a 20% qui ont joué au cours des 12 derniers mois. Il y a plus d'hommes que de femmes. On parle de 26 versus 15% pour les femmes. Et pour les nouveaux joueurs, on s'attend à ce qu'on a retrouvé 8% des répondants qui ont déclaré avoir joué pour la première fois en ligne depuis le début de la pandémie. Ce pourcentage est très variable selon les groupes sociaux. Donc, selon les groupes d'âge, ça varie entre 5 et 10%. Et c'est le plus marqué, le pourcentage le plus élevé se retrouve parmi les gens âgés entre 25 et 44 ans. Alors, si on creuse un peu plus et on demande aux gens pourquoi vous jouez en ligne, voici les raisons qui nous ont été rapportées. C'est un résumé très succinct des données britanniques et néo-zélandaises. Il y en a qui ont joué pour gagner de l'argent. Il y a beaucoup pour faire face à certaines émotions telles l'ennui, le temps qui est trop long et qu'on veut remplir, la relaxation, pour le plaisir que ça nous donne, l'excitation et pour passer le temps. Donc, on voit qu'il y a quand même un facteur de vide social ou d'ennui qui vient jouer là-dedans, puis aussi une gestion des émotions. Quand on demande aux gens pourquoi ils ont joué plus que ce qu'ils jouaient, de ce qu'ils jouaient avant la pandémie, ben, il y a la moitié qui disait ben, ça me donne quand même la possibilité de gagner de l'argent. Et encore, on a un tiers qui disent ben, pour faire face à l'ennui et parce que je dispose de plus de temps. Il y a une petite proportion de gens qui disent parce que c'est impossible d'aller dans les lieux habituels. Donc, il y a quand même un remplacement de l'interface en ligne pour compenser de l'absence de la possibilité de jouer hors ligne. Les raisons pour jouer moins en ligne, il y a des gens qui disent on a moins envie de jouer. On joue à d'autres formes de jeux. Donc, il y a peut-être des jeux qui ne sont pas des jeux de hasard et d'argent qui sont plus attrayants. Et 11% parce qu'ils ont écopé avec la pandémie, avec un revenu qui est moins grand. Donc, il y a moins de revenus disponibles, donc pour des raisons financières. Alors, je vais maintenant vous présenter
La réponse de notre équipe, en fait, on a eu en septembre 2020 le financement après un concours au Fonds de recherche du Québec, Société et Culture sur le jeu en ligne et la COVID. On a remporté un financement qui va nous permettre de mener une grosse étude d'envergure sur 3 ans que je vous présente aujourd'hui. Et il faut regarder cette étude-là à la lumière des hypothèses qu'on avait faites. Donc, le premier objectif qu'on vise à faire avec cette étude-là, c'est de faire un portrait des jeux de hasard et d'argent pendant la pandémie, comparativement avant la pandémie, et suivre les joueurs à travers le temps pour voir comment ça va évoluer. Puis on espère que d'ici 2 ans, on va être dans une période de post-pandémie, ou en tout cas, peut-être le virus va continuer, mais qu'on soit revenu à une vie normale. Donc, l'objectif 1 était de faire un portrait, et cette étude-là va analyser 5 sources de données. Il y a une, et je vais vous les présenter, juste pour vous montrer la complexité, mais aussi l'ampleur de ce projet-là. La première source de données, ça va être une enquête populationnelle, population générale du Québec, qui va en principe être lancée la semaine prochaine. Et donc, une enquête qui va être menée auprès d'un échantillon représentatif de la population. Par panel web, oui, mais il y a beaucoup d'entretiens téléphoniques qui vont se faire, donc une sélection aléatoire dans la population. Donc, cette enquête va commencer la semaine prochaine sur 3 mois, puis on va suivre ces répondants-là qui vont être 4500 répondants sur une période de 2 ans. On va les contacter 4 fois pour aller chercher aussi l'évolution de leurs habitudes de jeu sur une période de 2 ans. Alors ça va nous permettre de voir un peu le point de vue du joueur et dans la population générale. Pour compenser pour les limites des mesures autorapportées, on va également aller chercher les données de participation sur les sites de jeux en ligne. Bien sûr, un des sites auxquels on pourrait avoir accès facilement pour les données, c'est le site de l'Auto-Québec. Donc, on va avoir accès à toutes les données en temps réel pour 4 ans pour voir un peu la participation, à quelle activité les gens jouent, comment cette participation a évolué entre 2019 et 2023. Donc, ça va nous donner une idée de l'impact de la pandémie. Est-ce qu'il y a eu un changement durant les premiers temps du confinement, par la suite, et à travers ces années entre 2019 et 2023? On va aussi aller surveiller les autres sites qu'on considère comme illégaux à travers une stratégie, c'est Alexa de Google, qui nous permet aussi de regarder les trafics sur les autres sites de jeux en ligne qui sont disponibles ou accessibles pour les Québécois. Donc, on va avoir un portrait un peu de tout ce qui se passe sur les sites de jeux en ligne en termes de trafic, de participation, de volume, etc. Ça va venir compléter l'enquête populationnelle. Également, on a le souci aussi d'aller trianguler nos données avec des données qui nous proviennent des services d'aide. Et donc, on va aller chercher les données premièrement, la ligne Jeux, aide et références et le site web de Jeux, aide et références, donc la participation, les appels, etc., pour voir aussi les tendances et comment ça a évolué à travers la pandémie. Mais également, on va aller chercher des données des centres de réadaptation en dépendance et également sur une période de 4 ans, donc 2019-2023. Et notre objectif, c'est en mettant toutes ces données-là ensemble, on va pouvoir dégager quand même une compréhension beaucoup plus articulée et nuancée de ce qui s'est produit durant la pandémie. Et la pandémie ne réfère pas à un scénario unique, mais avec toutes les phases de la pandémie, de confinement, reconfinement, changement de règles sociosanitaires, etc. Et je finirai par dire 2 choses, parce que là, j'ai dépassé de 30 secondes. Il y a certains participants qu'on va solliciter pour des entrevues qualitatives. Donc, il va y avoir à peu près 60 personnes avec qui on va s'asseoir puis poser des questions plus en détail, plus en profondeur pour comprendre aussi
leurs réponses. Quand ils nous ont donné des réponses dans l'enquête populationnelle, après, on va creuser leur vécu et c'est là qu'on va aller comprendre un peu plus certains impacts sur le niveau psychologique, sur le niveau des habitudes de jeu et les expériences qu'ils ont vécues. Et je finirai en disant qu'on aimerait vraiment que cette étude-là soit faite en concertation avec des partenaires de tous les milieux. Donc, on souhaite avoir c'est intersectoriel, donc, et des décideurs, et des gens de santé publique, et des gens qui sont dans le réseau de la santé et du traitement, pour faire à un moment donné une co-construction de notre savoir. Donc, nous, on va produire les données, mais après les interpréter, puis les mener vraiment vers une interprétation intéressante et utile pour tout le monde. On souhaite tenir des ateliers avec nos partenaires et les gens intéressés pour arriver à cette fin-là. Et comme vous le voyez, il y a des données qui vont se produire à des intervalles, et donc entre un intervalle et l'autre, c'est ces échanges-là avec les gens avec qui on collabore qui vont nous aider à ajuster et bonifier les suivis. Alors, je m'arrête là-dessus et je céderai la parole à Valérie. Merci Sylvia. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui des profils des usagers qui consultent au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Mais avant ça, on va continuer un petit peu notre tour d'horizon au niveau mondial en regardant c'est quoi les inquiétudes que les joueurs ont par rapport à leurs habitudes de jeu de hasard et d'argent. Donc on voit là, que pendant le confinement, il y avait quand même 17% des gens qui étaient inquiets pour leurs habitudes. Et un 11% qui était inquiet pendant aussi la période de relâchement des mesures de confinement. Si on regarde du côté de l'entourage, autant durant le confinement que pendant le relâchement des mesures, il y en avait un 9% des personnes qui étaient inquiets quand ils observaient certaines habitudes de jeu d'une personne proche d'eux. Si on regarde ensuite les habitudes de jeu et l'impact au niveau de la santé mentale. Voilà. Du côté du Canada, quand on a sondé des joueurs, il y en avait un 25% qui rapportait un niveau élevé d'anxiété. Il rapportait aussi un niveau élevé de dépression là, à 12%. Et parmi les facteurs qui venaient influencer leur état psychologique, mais ils nommaient l'influence du contexte de la COVID, l'impact aussi de la COVID sur leurs revenus, et puis ça les amenait à jouer de manière compensatoire, hein, comme pour ne pas être en contact avec ces émotions-là négatives. Si on regarde les habitudes de jeu de hasard et d'argent et la recherche d'aide, ce qu'on voit, c'est qu'au Canada, quand on a questionné les joueurs, on voit que peu d'entre eux là, connaissent des ressources d'aide. Et puis, du côté de la Grande-Bretagne et de la Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne, il y avait seulement 16% des joueurs qui avaient eu recours à un service d'aide. Et en Nouvelle-Zélande, si on leur demandait quel service ils utiliseraient au besoin, c'était des services d'aide, la famille, mais on voit qu'il y a aussi un intérêt là, pour les sites web et puis les lignes d'aide. Mais c'est sûr que ça nous préoccupe parce qu'on voit qu'on ne les rejoint pas, hein, nos usagers. Donc, c'est qui, justement, les usagers qui consultent au CRDM? C'est majoritairement des utilisateurs d'appareils de loterie vidéo. Donc, eux, c'est sûr qu'ils vivent un arrêt de jeu là, depuis la fermeture des bars. On n'a pas tant que ça de joueurs de poker. Ce qu'on voit au cours des dernières années, par contre, il y a eu une diversification des types de jeux. Et, fait intéressant, il y a de plus en plus de gens qui ont des téléphones intelligents et puis ils jouent à des jeux en ligne qu'on appelle des jeux hybrides. Donc, c'est quoi les jeux hybrides? Donc, c'est des jeux qui intègrent les aspects ludiques du gaming puis les aspects monétaires du gambling. Donc, des exemples, par exemple, les jeux free-to-play qui intègrent des microtransactions pour pouvoir progresser plus rapidement dans le jeu ou avoir certains items. On parle de Candy Crush, League of Legends, Fortnite. Donc, c'est des jeux auxquels on peut jouer gratuitement, mais on peut aussi
on peut, soit qu'on attend, puis on peut continuer à jouer gratuitement, ou si on veut jouer tout de suite, on peut payer. Donc, c'est ça qui amène à dire que ce n'est pas complètement gratuit. Il y a aussi le fait qu'au poker, on peut jouer en mode démo ou jouer gratuitement, mais après ça, ces tournois-là vont donner accès à des tournois qui vont donner accès à une possibilité de faire des gains. Donc là, on voit que la frontière là, entre les jeux gratuits et les jeux payants là, devient un peu floue. C'est ça une des caractéristiques des jeux hybrides. Un autre exemple de ça, c'est les jeux de casino gratuits. Ils reprennent vraiment les modes du gaming, par exemple, de jouer en équipe, de faire des tournois. Donc, ce qu'on veut, c'est susciter l'engagement, susciter l'assiduité des joueurs. Alors ça, on a des préoccupations en lien avec ça. Alors, les enjeux cliniques, on veut questionner, dans le fond, c'est quoi les motivations des gens qui jouent à ces jeux-là gratuits sur leur téléphone. C'est sûr que quand c'est des jeux qui se rapprochent vraiment des jeux qui ressemblent à des jeux d'hasard et d'argent, puis qui disent qu'ils veulent développer leurs compétences, c'est plus associé à une augmentation de la fréquence des comportements de jeu. Il y en a aussi qui disent qu'ils jouent à ces jeux-là dans le but de réduire leur craving. Alors que quand ils jouent à ces jeux-là, ils ne pensent pas à jouer. C'est comme si ça vient répondre à leurs besoins. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, disent que les renforcements visuels et sonores, c'est vraiment trop semblable, puis ça peut déclencher des cravings. Alors, c'est sûr que nous, en tant que cliniciens, là, on est attentifs à ça. On questionne, dans le fond, le risque de transfert parce qu'il y en a plusieurs qui voient ça comme de la réduction des méfaits. Ils se disent, au moins, avant, je dépensais de l'argent, là, ça ne me coûte rien. Mais ils réalisent que, mais je passe beaucoup de temps là-dessus. Et là, il peut y avoir d'autres méfaits en lien avec la santé ou en lien avec le temps que je ne fais pas d'autres choses que je devrais faire. On va aussi sensibiliser les usagers aux pratiques promotionnelles qui sont très envahissantes. Hein? Donc, ils vont avoir des notifications, ils vont avoir des crédits gratuits qui vont arriver dans leur boîte courriel. Puis moi, c'est arrivé, là, une usagère qui me consulte pour un problème de jeu de hasard et d'argent, qui joue à ces petits jeux-là gratuits. Puis en séance, il y a le ding du téléphone qui dit que son jeu est débloqué, qu'elle peut maintenant jouer parce que la période de temps est écoulée. Et puis là, je sentais, là, c'était bang, j'ai vu la petite décharge de dopamine presque dans son cerveau. Là. Alors, moi, j'ai cette préoccupation-là de dire qu'après la fin de la pandémie, ceux qui ont alimenté le jeu avec ces jeux-là gratuits, est-ce qu'ils ne vont pas être plus à risque, dans le fond, de recommencer à jouer versus ceux qui vont avoir développé d'autres loisirs ou d'autres moyens de gérer les cravings ou les émotions négatives qu'au contraire, ça va peut-être être un facteur de protection pour eux à l'avenir. Donc, l'autre chose aussi qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est habitué de travailler avec les joueurs, c'est quoi les similitudes avec les jeux hasard et d'argent et le trouble lié aux substances. Ça, c'est quand ils ont fait, dans le fond, des travaux pour intégrer les jeux de hasard et d'argent dans le DSM, tout de suite après les dépendances aux substances. Dans le fond, c'est que les recherches des dernières années ont démontré qu'il y avait beaucoup de similarités au plan des marqueurs génétiques, de la neurotransmission, du circuit de la récompense. Si on regarde là, vraiment quelqu'un qui consomme de la cocaïne, c'est le même circuit de la récompense qui est activé que pour un joueur. Il va y avoir aussi des similarités sur le plan des altérations cognitives, donc des obsessions mentales, le goût de jouer, qui est aussi fort que le goût de consommer. On a répertorié aussi que oui, la tolérance est là. Donc, les gens rapportent avoir besoin de jouer plus ou d'augmenter les mises et ils vont avoir des symptômes de sevrage quand ils vont avoir de l'argent, par exemple, mais qui n'auront pas la possibilité de jouer. L'autre chose, c'est qu'il y a vraiment une concomitance élevée entre la dépendance au jeu et la dépendance aux substances. Donc, on voit que c'est vraiment les mêmes mécanismes. Puis que quelqu'un qui a des problèmes d'alcool ou de cocaïne va être plus sujet à développer une dépendance aux jeux de hasard et d'argent. Les facteurs de risque sociodémographiques aussi, ça se ressemble beaucoup. Et puis, quand on regarde la trajectoire développementale des troubles et puis leur rémission, ça se ressemble beaucoup aussi. Donc, ça nous amène à dire que l'expérience que vous avez avec les dépendances en substances, ça peut aussi être transposable là, avec les jeux de hasard et d'argent. Maintenant, c'est quoi les différences? C'est quoi qui est plus spécifique avec le jeu? C'est l'aspect qui
qui est caché, qui est indétectable. Hein. Donc, un joueur qui a joué toute la nuit, mais il ne va pas sentir l'alcool ou ça ne va pas nécessairement se voir dans son visage, donc ça va rester indétectable plus longtemps. Il va y avoir plus de pertes financières aussi, hein, de pertes de 60 000 en une fin de semaine au casino, ça se fait. 60 000 de cocaïne, c'est plus difficile. Donc, justement, il peut avoir, vu qu'il y a plus de pertes financières, ça peut avoir un impact au niveau du patrimoine familial et bien, ça a un impact sur l'entourage et beaucoup de colère. Donc, l'entourage ne pardonne pas aussi facilement à un joueur d'avoir dilapidé beaucoup d'argent. Puis aussi, souvent, l'entourage, ça ne fait pas de sens pour eux parce qu'ils comprennent plus, dans le fond, les dépendances avec substance, mais pour le jeu, ils disent, ben, tu as juste à arrêter de jouer. Et pour toutes ces raisons-là, justement, l'aspect de perte financière et la colère de l'entourage, il y a une très grande honte chez les joueurs. L'autre chose aussi qui est importante à dire, c'est que souvent, le jeu, il y a un aspect peut-être plus socialement acceptable, voire même valorisé. Hein, donc, puis pas juste chez les joueurs, je pense de façon générale, gagner de l'argent, c'est un symbole de réussite, de statut. Donc, si je peux atteindre ça par le jeu, c'est comme un aspect positif. Donc, ça amène une reconnaissance, un statut, surtout si dans mon cercle, dans mon entourage, je peux être avec d'autres joueurs qui partagent ces valeurs-là, ça va faire un renforcement. L'autre différence aussi qui est peut-être plus spécifique avec le jeu, donc quand on parle de l'aspect spirituel de gagner, des fois on voit ça chez des gens qui ont eu des vies difficiles, qui vraiment ils n'ont pas eu facile, puis ils se disent hey, si je pouvais gagner, ça serait donc bon. Tu sais, c'est comme si ça. C'est à mon tour, là, ça m'est dû. Moi aussi, j'ai droit à mon petit bout de bonheur. Et puis, c'est comme si on a la croyance que ça pourrait les amener à gagner. Il y a aussi la présence de plusieurs communautés ethniques, parce qu'il y a des croyances là, reliées à la chance, ça peut être un facteur de risque dans certaines communautés. L'espoir de se refaire qui est vraiment fort en lien avec le jeu. Et puis toutes les illusions de contrôle, hein, de dire je suis en train de développer mon système de jeu, la prochaine fois je vais être capable de m'arrêter au bon moment. Donc, je ne suis pas en train de perdre, je suis en train de parfaire mon système qui va être meilleur pour la prochaine fois. Donc, ça, c'est vraiment des différences vraiment spécifiques en lien avec les jeux de hasard et d'argent. Maintenant, si on regarde l'offre de services au CRDM, on a cette préoccupation-là, comme on disait tantôt, les services ne sont pas très connus. Donc, si ça peut permettre aux gens de nous référer plus de monde vers les CRD, la façon que ça fonctionne en ce moment, c'est qu'on commence par l'IGT. Hein. Dans l'IGT, il y a une section qui est spécifique au jeu. Et aussi, l'IGT nous permet de faire le tour de toutes les sphères de vie pour voir comment le jeu a eu un impact direct ou indirect dans différentes sphères de vie. Ça va nous faire ressortir les conséquences qui vont devenir des leviers d'intervention et aussi, on va aller voir les facteurs de protection qu'il peut avoir dans toutes les sphères de vie. Le suivi, c'est une approche qui est individuelle, c'est basé sur l'approche de la douceur, on va le voir tout de suite après. Il y a aussi la possibilité de faire des groupes qui sont toutes dépendances confondues, par contre. Et ce qui est spécifique, c'est qu'on a une approche de réduction des méfaits. Donc, s'il y a une personne qui ne se sent pas prête à arrêter complètement, ben, on va partir de ses objectifs et puis on va aller à son rythme en fonction de, tu sais, par exemple, dire, je vais arrêter tel jeu, mais tel autre jeu, ça ne me pose pas de problème, donc je vais la réduction. Alors, on y va vraiment au rythme de la personne. Nous, à Montréal, on a aussi l'avantage d'avoir une agente de gestion financière. Elle, son rôle, c'est d'identifier les moyens de restreindre l'accès à l'argent, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, si je n'ai pas la possibilité de jouer, tout de suite, les pensées de jeu vont diminuer. » Et aussi, elle va regarder pour les solutions aux problèmes financiers, puis elle va faire de l'éducation budgétaire. Maintenant, si je vous présente un peu c'est quoi, en quoi consiste le traitement, il y a toute la partie qu'on dit qui est la dimension cognitive. On va prendre le temps d'analyser une séance de jeu avec un joueur pour voir, bon, c'est quel type de joueur, c'est quoi les pensées qu'il va avoir avant, pendant ou après. Puis ça, après, ça va nous aider à déconstruire peut-être certaines illusions de contrôle qu'il peut avoir. On va regarder la définition du hasard, on va regarder l'indépendance des tours,
l'espérance négative de gagner. Puis ça va permettre aux joueurs d'apprendre, dans le fond, à jongler avec ses pensées pour, dans le fond, remplacer les pensées qui donnent envie de jouer par les pensées qui donnent du contrôle. La dimension comportementale, c'est qu'on va regarder tous les comportements qui sont associés au jeu. On veut outiller la personne, changer ses habitudes de vie pour que ces facteurs-là de risque soient remplacés par des facteurs de protection. Donc, que ce soit en raison des problèmes financiers, des problèmes relationnels, des manques d'occupation. Donc, si on outille cette personne-là, c'est ça qu'on va faire dans le traitement. Maintenant, dans la prochaine diapositive, on va voir que cette approche-là, elle a été évaluée en 2007 par l'Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec. On voit que il n'y avait pas beaucoup d'intervenants qui étaient dédiés spécifiquement aux jeux de hasard et d'argent. On essaie que les intervenants aient une majeure, comme on dit, donc que les demandes soient dirigées vers les mêmes intervenants qui vont tranquillement là, développer le langage ou être plus à l'aise à utiliser ces outils-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est une bonne pratique qui va aider à intégrer les éléments du traitement. Parce que moi, je dis tout le temps, ça prend 6 mois là, avant de se sentir à l'aise de travailler avec des joueurs. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui utilisait tous les outils proposés par l'approche de la douceur. Il faut dire que souvent, les gens consultent en situation de crise. Alors, souvent, on a beaucoup là, de feu à éteindre. Et puis, quand ça va mieux, souvent, ils cessent le traitement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on dit, bon, il y a une rétention qui est difficile, il n'y en a pas beaucoup qui complètent vraiment le traitement, ou encore, on ne va pas utiliser tous les outils. Mais la dimension cognitive était très, très appréciée. La dimension comportementale était peut-être jugée moins pertinente dans le sens qu'on faisait déjà ça avec les gens qu'on rencontrait là, avec d'autres dépendances. Donc, c'était peut-être moins apprécié au niveau de l'utilité, mais c'est quand même intéressant parce que ça permet de faire tout le tour. L'autre critique un peu, c'était de la nécessité d'ajouter des composantes motivationnelles et puis la nécessité aussi d'adapter le contenu à ceux qui ont des troubles concomitants ou à ceux qui ont des capacités intellectuelles ou un niveau de scolarité qui ne leur permet pas de lire les documents proposés par l'approche de la douceur. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que dans les dernières années, il y a eu du développement en lien avec le traitement, parce que l'approche de la douceur, dans le fond, ça fait 20 ans qu'elle est utilisée telle qu'elle. Donc, pour la bonifier, l'Université du Québec en Outaouais a proposé un traitement par la réalité virtuelle. L'équipe de Joël Tremblay a développé une modalité conjugale. Puis il y a aussi beaucoup d'intérêt pour la thérapie cognitive comportementale de troisième vague. Maintenant, ce qui est à venir, le traitement des joueurs va être mis à jour par l'équipe d'Isabelle Giroux au Centre québécois d'excellence et de prévention et de traitement pour le jeu. Alors ça, c'est très attendu, sûrement qu'on va intégrer justement l'aspect du jeu en ligne, mettre ça plus au goût du jour. Il va aussi y avoir des formations et webinaires à venir dans la prochaine année. Donc, ceux qui ont un intérêt là, de continuer à aller chercher des connaissances, rester à l'affût. Et puis, il y a aussi l'équipe Hermès qui organise un symposium en mai autour de la marchandisation du récréatif à l'ère du numérique. Donc, on va regarder la consommation des jeux de hasard et d'argent et le gaming aussi à l'ère de l'hyperconnectivité. On va regarder la publicité, la promotion, la régulation du jeu. Et on a une journée aussi sur les technologies dans l'intervention. Et on a aussi un invité spécial qui va être Edward Snowden, on a très, très hâte de l'entendre parler de son expérience en lien avec le gaming et le big data, la surveillance et tout. Alors voilà. On vous présente l'équipe Hermès. Sylvia les avait présentées au début, mais voilà des photos de toute l'équipe. Merci beaucoup. C'était vraiment une très belle présentation. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur ce sujet. Moi, j'ai beaucoup aimé votre complémentarité entre les présentations des études récentes par Sylvia et l'aspect clinique par Valérie. C'était vraiment très intéressant. On va maintenant passer à un moment de questions. N'hésitez pas à poser vos questions à Valérie et Sylvia en les déposant dans le question-réponse.
Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, poser directement votre question en levant la main. Je pourrai ouvrir votre micro et vous pourrez directement interagir avec nos invités. Alors, si vous voulez bien, nous avons déjà 2 questions qui sont entrées. Je vais vous les poser. La première question, on nous demande, est-ce que le service peut se faire dans des régions éloignées de façon virtuelle? Est-ce qu'il existe des prises en charge en ligne de la dépendance aux jeux de hasard et d'argent? Ce qu'on dit toujours, c'est que il y a des centres de réadaptation en dépendance dans toutes les régions du Québec. Hein? Donc, peut-être appeler le 811 ou appeler, voir dans votre région, il devrait avoir un centre de réadaptation en dépendance. Donc, ça devrait couvrir toutes les régions, même éloignées. Des fois, sont associés aussi avec les CLSC. Mais de façon virtuelle, je pense que chaque centre s'est adapté un petit peu à sa façon. Nous, on offre des évaluations par Zoom ou par Teams. Donc, même l'IGT peut se faire en virtuel. Et puis, oui, moi, il y a un client que j'ai uniquement rencontré par Zoom. Alors, ça peut se faire. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des initiatives aussi à ce niveau-là dans les CRD des régions. Ça serait à voir. Merci Valérie. Il y a aussi le service Je ai des références qui propose du suivi un peu à distance, mais c'est plutôt pour entamer un suivi, il me semble, et après être orienté. Oui, effectivement. Oui. Alors, une autre question, on demande si on a des services de tutelle volontaires pour les biens qui existent afin d'éviter que les proches ne deviennent ceux qui gèrent les finances. Oui. Bien, effectivement, tantôt, quand je disais que notre conseillère financière a trouvé des solutions pour restreindre l'accès à l'argent, bien, la façon ultime de restreindre l'accès à l'argent, c'est d'être en administration budgétaire. Donc, nous, on offre ce service-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est rarement la première stratégie qu'on va proposer. Hein. Souvent, on va y aller par étapes parce que si on met cette stratégie-là en place trop rapidement, des fois, ils ne sont pas prêts à arrêter de jouer. Ils tombent en sevrage, ça crée beaucoup de résistance en lien avec le traitement. Donc, souvent, on les prépare à aller vers ça éventuellement. Puis, des fois, il y a des gens qui le laissaient, ça ne fonctionne pas. Ils reviennent dans un autre épisode de service, puis ils vont dire, OK, là, je sais c'est quoi l'administration budgétaire. Maintenant, là, je suis prête à prendre ce moyen-là. Avant, je n'étais pas prêt. Mais on voit qu'il y a vraiment toute une préparation puis un travail préalable qu'il faut qu'il soit fait au niveau du jeu. Merci Valérie. On a une autre question pour toi. C'est précisé que c'est pour Valérie. Quels sont les éléments de la TCC troisième vague qui sont prometteurs dans le traitement du jeu, à votre avis? Bien, ce qu'on trouve intéressant avec l'approche de troisième vague, c'est peut-être de ne pas qualifier les pensées de positives ou de négatives. Tu sais, il y avait dans le traitement de la douceur, on parlait de pensées erronées. Donc, ça envoie l'idée que cette pensée-là est mauvaise, il faut que je la remplace par une autre. Il y a plus de souplesse dans l'approche de troisième vague où on va dire, est-ce que cette pensée-là m'est utile? Est-ce qu'elle me rapproche de mes objectifs? Ça va amener moins de... la personne elle se tape peut-être un petit peu moins sur la tête, peut-être un peu plus de bienveillance dans l'approche. On intègre aussi des éléments de pleine conscience. Alors, ça, c'est vraiment intéressant au niveau de la gestion de l'anxiété, des pensées, des éléments dépressifs aussi. Alors, c'est ça qui suscite beaucoup d'intérêt. Merci Valérie. Je vois que nous avons Luc qui a levé la main. Je vais lui donner la parole. Bonjour Luc, on vous entend. On m'entend. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Luc Lapierre. Je suis médecin de famille. Je travaille au Centre de réadaptation en dépendance à Drummondville. Et c'est moi qui ai posé la question tantôt là, pour la tutelle volontaire. Merci pour la réponse. Je n'avais pas pensé à cet effet-là et ça me fait penser que donc, il y a beaucoup de rechutes, il y a un processus et ça prend du temps souvent avant que les gens fortement dépendants arrivent à casser ce mode de vie-là. Mais ça fait du sens. Et ma question, c'est, comme je suis médecin, est-ce que vous êtes au courant s'il y a des nouvelles avancées au niveau de la médication? Si on exclut là, les comorbidités psychiatriques qui peuvent venir foutre le bordel dans tout ça, mettons purement pour casser, mettons, l'impulsivité du jeu, est-ce qu'il y a des médicaments qui semblent être utiles et se poindre à l'horizon?
Pour travailler avec des clients là, qui ont un accompagnement avec un médecin, je sais qu'il y a certaines molécules qui sont utilisées effectivement pour diminuer l'impulsivité, la quétiapine par exemple, pour ne pas la nommer. Mais c'est sûr qu'il y a, il y a vraiment une idée aussi avec les joueurs, on ne veut pas leur vendre l'idée d'une pilule magique, hein, de dire Non, que bien sûr. Mais donc, ça peut être une approche qui est en complémentarité. Puis des fois, il y a des gens qui vont dire, là, je sentais vraiment l'anxiété monter ou l'impulsivité, puis tant qu'elle est jouée, oups, j'ai pris ma médication, je me suis calmée. Alors, surtout dans les premières stratégies, là, chez des gens qui sont très malades du jeu, effectivement, ça peut être une bonne stratégie. OK, ben c'est intéressant. Ça correspond à ce que je fais des fois avec mes patients qui viennent de cesser de consommer soit de la cocaïne ou du cannabis, puis ils vont casser leur craving qu'ils n'arrivent pas à gérer par eux-mêmes en prenant un comprimé de Seroquel pour s'écraser au lieu d'aller consommer. Alors, ça fait un parallèle. Merci pour l'information. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons une autre question. On nous demande si l'IGT, donc qui est l'indice de gravité d'une toxicomanie, est accessible dans d'autres centres de réadaptation. Oui, ben c'est l'outil d'évaluation spécialisée qui est dans tous les centres de réadaptation, effectivement. Merci. Est-ce qu'on peut le trouver en général ou est-ce qu'il faut absolument être en CRD pour le trouver, l'IGT? Il faut avoir une formation pour administrer l'IGT. Alors, je pense qu'on peut le trouver, j'imagine qu'on peut le trouver peut-être en ligne, bonne question. Mais on n'est pas obligé d'avoir la réponse. Oui, c'est ça. Mais habituellement, on suggère de plutôt faire une demande au CRD. Oui, c'est juste c'est un questionnaire qui n'est pas si facile à faire passer. Ça demande une formation pour bien le maîtriser. Moi, j'aurais une question pour Sylvia avant de passer à la prochaine question qui vient d'entrer. Je travaille moi-même sur la question des jeux de hasard et d'argent, donc je suis forcément très intéressée par le protocole qu'a présenté Sylvia, qui est, j'espère que tout le monde se rend compte de l'ampleur de ce protocole et d'à quel point est-ce qu'il est complet. J'avais une question pour faire le lien avec ce que nous a parlé Valérie, c'est-à-dire la gamblification des jeux, le fait que les jeux vidéo et les jeux de hasard commencent à se mélanger. Est-ce que c'est un aspect que vous allez essayer de saisir dans cette étude ou c'est trop difficile encore à saisir? Ça ne sera pas directement mesuré dans cette étude-là. Ça se peut vous voyez, c'est sur 2 ans. Donc, certainement qu'il va y avoir dans le volet qualitatif des questions là-dessus. Et si on voit qu'il y a quand même cette interpénétration entre les jeux de hasard et d'argent et les jeux hybrides, c'est ça la beauté de ce devis-là, c'est que le qualitatif va dialoguer avec le quantitatif. Par contre, je vous dirais qu'on a une autre étude qui est actuellement en cours, qui se termine. En fait, le terrain s'est terminé il y a 2 semaines, qui est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada, qui était prévu avant la pandémie. On a dû la retarder à cause de la pandémie au niveau de la collecte de données. Ça a un peu foutu le bordel, je m'excuse du terme là, mais la pandémie a tout déstabilisé notre étude, mais ça a eu l'avantage que maintenant, on est capable d'avoir les premières données sur les jeux de hasard et d'argent et les jeux hybrides en période de pandémie. Donc, les données vont nous montrer un peu cette interconnectivité ou cette connexion entre les jeux hybrides et les jeux de hasard et d'argent. Et certainement que nos deux projets vont se parler. Et les résultats de l'un des projets vont alimenter le gros projet que je vous ai montré. Merci beaucoup, Sylvia. Alors, on a Karine qui nous précise que le CRT de Montérégie, le Virage, offre des suivis et des évaluations de groupe sur Zoom ou Teams, pour la question tout à l'heure sur les possibilités en ligne. Nous avons également un message de Louise Nadeau qui nous dit qu'elle est très impressionnée par les nombreuses banques de données qui vont être consultées pour le projet de recherche qui a été présenté. Elle demande comment est-ce que vous allez procéder pour l'analyser et s'il y a ou non convergence des données. Oui, c'est-à-dire, merci Louise pour la question. Je vais expliquer pourquoi on a toutes ces sources de données. Parce qu'au fond, un projet doit aller de façon parcimonieuse et sans trop de complexité dans la mesure du possible. Mais dans le cas du jeu en ligne, la complexité réside dans le fait que
Une enquête populationnelle, c'est le point de vue des citoyens, des joueurs, et ça, c'est très important. Mais par contre, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sous-rapportent ou sur-rapportent. Donc, ça nous donne un indicateur très, très, très général. Si on veut aller chercher des données qui vont valider ou en fait venir soutenir ce que les gens nous disent, ben, on doit retourner à la source. On doit retourner comme pour l'alcool, on va aux ventes d'alcool, etc., les chiffres sur la vente. Et c'est ce qu'on fait avec le jeu en ligne. On va aller consulter les sites de jeux pour aller voir exactement comment les tendances se sont présentées durant la pandémie et les différentes périodes de la pandémie. Donc, dans ce sens-là, comment on va procéder? C'est sûr qu'on va être capable d'estimer, les estimations vont être beaucoup plus robustes au niveau des données administratives sur l'ampleur par exemple, la participation aux jeux en ligne, mais en même temps, ce que les gens vont nous donner comme information, c'est plus de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les facteurs qui expliquent, par exemple, les augmentations et les diminutions. Des données sur le site d'Espace Jeux vont nous dire qui a participé, puis combien de gens ont participé, puis sur quelle période de temps. Mais si on veut aller chercher des facteurs qui expliquent cette participation, on va se rabattre vers les données populationnelles que les gens nous ont fournies, donc la santé mentale, les autres formes de consommation, etc. Donc, est-ce qu'il va y avoir une convergence? Peut-être pas dans les estimations et chaque donnée va nous donner un regard complètement différent. Et de la même façon, quand on va aller chercher les données des centres de réadaptation, de jeux, aides et références, etc., on est en train de dire, OK, on bouge la caméra un peu pour avoir une autre prise qui est peut-être complémentaire à la première. Donc, on va demander aux gens s'ils ont consulté. On va demander aux gens s'ils ont utilisé des ressources de mesure de jeux responsables sur les sites de jeux en ligne. Mais avec ça, on a un seul éclairage. L'autre va venir compléter cette donnée-là en allant à la source, en allant chercher les données d'appel pour jeux, aides et références, en allant chercher le nombre de personnes qui sont inscrites à une limitation, à une auto-exclusion sur le site de l'Auto-Québec. Donc, c'est comme ça qu'on le voyait et je pense que la vérité est partout et nulle part. C'est vraiment par la convergence de toutes ces données-là qu'on va peut-être produire une conclusion qui est la plus fiable et robuste. C'est comme ça qu'on le voyait. Merci beaucoup. Alors, nous avons une autre question. On nous demande, comment croyez-vous que le jeu de hasard et d'argent en ligne va affecter l'intérêt pour aller chercher de l'aide? Je précise que vu qu'il est facile de se cacher quand on joue en ligne, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de minimiser ses habitudes de jeu? C'est sûr qu'on a cette préoccupation-là parce que souvent, c'est les membres de l'entourage qui vont interpeller le proche en disant « ben là, je pense que tu as un problème de jeu ». Moi, j'ai vu quelqu'un qui, puisqu'il jouait en ligne dans le sous-sol, ça a pris beaucoup plus de temps avant que l'entourage réalise que c'est ça qu'il fait dans le sous-sol. Dans le fond, il joue à des jeux d'hasard et d'argent, puis ça faisait 3 mois que l'hypothèque n'était pas payée. Donc, on a cette crainte-là, mais moi, je suis une éternelle optimiste, donc j'essaie de voir aussi dans toutes les situations qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif. Justement, en raison de la honte, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir accéder à des ressources en ligne pour aller chercher de l'aide, qui ne le feraient peut-être pas se déplacer, venir dans nos bureaux. Moi, souvent, je leur dis, je sais que juste prendre le téléphone, appeler, c'est immense. Après ça, monter les marches, passer la porte la première fois. Des fois, ils vont dire, j'ai monté les marches, puis je suis viré de bord 3 fois avant d'être capable de franchir la porte. Alors, peut-être que justement, de rejoindre les gens avec des forums en ligne ou l'intervention virtuelle, ça va être une façon d'aller chercher une autre clientèle. Et puis, c'est pour ça que dans notre journée du symposium, on va s'intéresser à l'arrimage au niveau de l'intervention puis des outils qu'on peut trouver en ligne. Parce qu'on sait que certaines populations consultent très peu et demandent très peu d'aide. Comme c'est le cas, par exemple, des joueurs de poker, c'était précisé dans votre présentation. Donc, on n'a pas encore trouvé un moyen de les rejoindre et puis de faire en sorte de leur offrir de l'aide. Puis peut-être j'aimerais rajouter un élément par rapport aux données qui ont été recueillies, ou en tout cas les recommandations qui nous viennent de l'Espagne, que je trouve très intéressantes. En période de pandémie et
d'isolement social, en fait. On reste la plupart du temps chez nous. Quand on va jouer en ligne. L'entourage, les personnes immédiates, les personnes significatives deviennent quand même une ressource très, très importante. C'est comme si c'est notre seule, probablement, porte d'accès ou en tout cas notre seule ressource immédiate qui doit observer et qui doit soutenir, en fait. Donc, il y a quand même, l'Espagne a pris, certains centres de prévention ont pris cette tangente-là, de donner un peu plus de ressources et d'outiller les membres de l'entourage pour détecter ou en tout cas être à l'écoute sans nécessairement condamner et, culpabiliser le joueur. Mais c'est très intéressant, surtout quand on sait que les joueurs d'eux-mêmes ont tendance à consulter vraiment quand ils sont dans un état de crise très aigu, avec des risques suicidaires qui sont élevés et de la souffrance qui est très marquée. Donc effectivement, probablement que l'entourage est capable de percevoir ces signes-là avant que le joueur soit capable de l'exprimer lui-même. Alors, nous avons pour l'instant, c'est la dernière question. N'hésitez pas à soumettre de nouvelles questions. Alors, on nous précise d'abord que la présentation était excellente et qu'elles étaient très complémentaires. On nous demande, en lien avec les données provenant des sites de jeux de hasard et d'argent, que savons-nous de la crédibilité des données transmises par les sites illégaux? Oui, excellente question, Andréane, merci. Puis, je dirais que le seul site qui va nous donner ses propres données, c'est le site de l'Auto-Québec, Espace Jeux ou l'autoquebec.com. Ils vont nous transmettre l'ensemble de leurs données sur une période de 4 ans et on va les analyser. Ce qu'on a déjà fait dans le cadre d'autres projets, dans le passé avec le groupe de travail sur le jeu en ligne que présidait Louise Nadeau en 2012. 2010 à 2013, on a analysé ces données. Donc, on a vraiment toutes les données. Ça, on a une source très crédible et très fiable. Pour les autres sites, on ne travaillera pas avec les opérateurs. C'est vraiment de façon indirecte, c'est-à-dire qu'il y a des outils d'analyse du trafic qui se fait sur le site de jeux en ligne. Donc, on va identifier les opérateurs qui fournissent, les grands opérateurs, en fait, qui desservent le Québec et le Canada. Puis on va voir un peu comment leurs activités ou le trafic de gens qui vont sur ces sites-là se comporte 1 an avant la pandémie jusqu'en 2023. Donc, ces données-là sont quand même très, comment je dirais, c'est des données recueillies. Donc, il y a pas de, on ne peut pas cacher là. Alexa va aller recueillir le nombre de clics, le nombre de temps que les gens sont restés sur ces sites-là, etc. Donc, c'est des données recueillies en temps réel et elles sont assez fiables. Merci beaucoup, Sylvia. Je pense que nous avons réussi. Ah, pardon. Est-ce que tu me permets, Michel, de faire juste un petit ajout? On pense toujours après à « Ah, ça, je ne l'ai pas dit ». Quand on parlait aussi du traitement, je voulais juste ajouter que ce qui est très important aussi, c'est qu'on va parler avec le joueur de la fonction du jeu. C'est important de comprendre à quel besoin ça répond. Et puis de faire cette exploration-là aussi, c'est que ça permet aux joueurs de faire du sens et puis de créer du lien aussi. Parce que si on part avec dans notre tête que le jeu c'est mal, puis il faut qu'il arrête, on n'est pas en train d'essayer de comprendre qu'il y a des bonnes raisons pour jouer et puis qu'il faut aller combler ce besoin-là autrement. Alors, c'était mon petit mot de la fin. C'est parfait comme mot de la fin, je trouve. Merci beaucoup, Valérie. Et je crois que nous avons réussi à répondre à toutes les questions de notre public. Donc, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment une très belle présentation. Je tiens à vous préciser que ce webinaire est le premier de ce qui se veut une collection d'activités sur la question du jeu de hasard et d'argent qui vont s'enchaîner tranquillement tout au long de l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à rester informés et connectés aux différents fils d'actualité de l'IUD afin d'être informés de nos prochains événements. Ce webinaire était le dernier pour cette année. Nous nous retrouverons pour un nouveau webinaire en septembre avec une toute nouvelle programmation. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui. À l'heure de pointe, nous étions jusqu'à proche de 110 à suivre Sylvia et Valérie. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un bel été et on se retrouve à l'automne avec de nouveaux sujets passionnants et de nouveaux invités aussi excellents que ceux d'aujourd'hui. À bientôt. Au revoir Valérie, au revoir Sylvia.